Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette 21e édition de cette balado SFTV qui accueille 501 j'aime sur la page SFTV, donc on commence ça en gros ce soir. Merci beaucoup aux 501 personnes qui nous ont aimés, ça ne fait que commencer sur SFTV, merci du fond du cœur. Et aussi, merci également à toutes les séries qui nous font confiance, qu'on diffuse semaine après semaine ou 2 semaines après 2 semaines. Vraiment, on vous apprécie. C'est grâce à vous si on peut tout faire ça. Et c'est grâce également aux pilotes qui nous donnent de l'excellent contenu à diffuser que l'on peut grandir et vous donner ce que vous avez droit à la maison, c'est-à-dire votre référence Sim Racing au Québec. Maintenant, eh bien, allons du côté de la balado. Je vais commencer par introduire donc mes trois acolytes d'habitude, donc Pierre-Luc Dallaire, Éric Godot et Luc Carbonneau, qui sont présents à mes côtés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Donc, comme vous voyez les sujets à votre gauche, eh bien, c'est très... Ok, là, il y a Luc qui va te faire une niaiserie et c'est... Bonne soirée, messieurs. On s'en parle la semaine été prochaine. ignoré, là. What? La face qu'il a fait. Ben, on a dit salut pendant. On a pris. Ouais, c'est parce que Luc a, rien... pour c'est dire parce que salut. Luc a pris 4 secondes avant de dire salut. Donc... Il partait pour le dire, puis t'as fait. Alors, ce soir, mon sujet. Ouais, Luc, bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, dans le chat, on va l'appuyer sur F sur nos claviers. Oh. Oui, est-ce que vous m'avez parlé? J'ai pas compris, ça sonnait sourd soudainement dans mes oreilles. À go, les amis, on dit bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Bonsoir, écoutez, surtout qu'on est loin de 381 000 abonnés comme RDS, mais effectivement, 500, c'est très bon. Écoutez, on se mérite une bonne pointe de tarte au sucre. Tout à fait. Donc, comme je l'avais mentionné, du côté de tarte au sucre, on a quand même beaucoup de choses à discuter ce soir. Des gros sujets. Donc, pour commencer, Sim Racing International. Pourquoi? Bien, parce que la World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Challenge, ou Series, pardon, vient de débuter avec Alex Bergeron qui a remporté sa première course. On va y revenir dans quelques instants. Ensuite, il y a la F1 eSports Series qui a continué la semaine dernière. Donc, on va revenir à ce sujet-là. Sim Racing local, eh bien, comme à l'habitude, on a nos ligues habituelles là, que l'on couvre, donc GT Championnat Québec, ainsi que la série NASCAR Cup à Toto-Mouchaudière, Vallée-Jonction. Et pour terminer ce soir, donc on change l'ordre un petit peu par rapport à l'habitude, à course réelle, donc NASCAR et Formule 1, la Formule 1 qui a dévoilé son calendrier, et le NASCAR qui terminait sa saison, également un petit article croustillant sur Alex Labbé. Je pense qu'on va y revenir en tout un épisode, messieurs. Mais tout d'abord, je veux qu'on commence par parler la grosse nouvelle qui mêle un peu le local et l'international, la World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series. Et Eric, je pense que c'est plus toi qui as suivi ça un petit peu de notre côté lundi soir, alors que la saison commençait pour Alex Bergeron qui défend sa couronne. Sa double couronne, messieurs. Tout les à doubles fait. champions en Oui, il y en a titre. deux. Et à sa première saison, avait terminé au deuxième au classement. Pour une troisième saison consécutive, messieurs, Alex qui lance sa saison de la meilleure façon possible. Il a remporté l'épreuve du côté de Volusia Speedway. Une qualification qui avait été difficile, c'était lancé du 11e rang. Avait qualifié sa voiture au 11e rang pour se classer là, au 3e rang de sa vague préliminaire. Il aura su remonter cette vague pour la remporter, s'élançant donc du 3e rang et de ce 3e rang a remporté la feature de brillante façon. Alex qui, encore une fois, là, démontre et évidemment défend les couleurs là, du Québec de brillante façon depuis les dernières années. Très hâte de voir ce qui va suivre. C'est 10 courses. C'est une longue saison. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de fantaisie. C'est les points au classement pur qui comptent. Il y a des points bonus également pour la performance dans les features. Donc, c'est sûr que sa victoire également dans la feature aura été importante là, pour le classement général. Donc, une très belle façon de lancer sa saison de son côté qui nous rend tous fiers là, de savoir qu'on a des Québécois qui défendent notre couronne et notre fief au sein des plus hautes séries. D'autant plus que dans les 2 dernières années, Rick, si je ne me trompe pas, il avait connu des très bons débuts de saison. C'est ce qui lui avait permis de remporter le championnat au bout de la ligne. Puis c'est encore ce qu'il est en train de faire cette année. Une victoire en commençant la saison. C'est des points importants qu'il va aller chercher là, d'ici la fin, là, pour aller jusqu'à la fin de la saison. Là. Ouais, il ne faut pas oublier que dans une série de la sorte avec 10 courses, l'erreur, elle est permise, mais il ne faut pas en faire trop souvent, disons. Non. Donc, d'aller chercher une victoire directement partant, ça va mettre la pression sur ses épaules. C'est sûr qu'il va devoir répondre là, course après course à l'adversité qui, on s'entend, cette série-là. Il y a 25 000 US en bourse. Il y a
30 des meilleurs pilotes de terre battue en sprint car sur le tracé. Donc, définitivement, c'est pas gagné d'avance. Il va y avoir énormément d'adversité et on sait qu'Alex a ces tracés là, qu'il est un peu plus qu'il favorise. On pense à Williams Grove. Il a toujours été relativement bon du côté de Volusia également. Je n'ai pas remarqué le calendrier, par contre, de cette saison, à savoir si on a des courses qui se répètent. Je sais que généralement, ça se termine du côté de la Dirt Track à Charlotte. Mais ce sera très intéressant à suivre. Évidemment, c'est chaque lundi soir sur les ondes de la chaîne officielle d'iRacing, autant sur leur YouTube, leur Twitch que leur Facebook, où est-ce que vous pouvez suivre l'action d'Alex Bergeron et sa team ABR, Team ABR sur Facebook également, si on veut plus d'informations sur les performances d'Alex au fil de la saison. Oui, donc merci beaucoup Eric pour ce petit compte rendu. Évidemment, on va suivre ça assez attentivement d'ici la fin de la saison. On espère qu'il remporte un 3-3. Évidemment, c'est sûr que on va pas non plus le jinxer, comme on dit là. Jamais 203. Non, Et mais voilà. on dit jamais. Est-ce qu'on pourrait appeler officiellement le trio Burger? Oh là là. Et après ça, Écoutez, vient dire on donne que je suis lourd et dans ça, mes jours. messieurs, Burger, ça vient de l'époque où est-ce qu'Alex coursait pour ERT, je crois. Vous m'excuserez si je n'ai pas le bon nom d'équipe. Evolution Racing Team en Formule 1, donc dans le championnat du monde de DWC qu'on appelait à l'époque, qui était en Formule 1 du côté d'iRacing. Et les Australiens le surnommaient Burger en vertu de son nom de famille Bergeron, bien évidemment, et ça l'a suivi au fil des années. Donc, c'était quand même une belle touche de tout ça. Et Alex, on le rappelle, là, qui a eu les 3 licences pro sur 4. Là, je pense que la seule qui lui manquerait techniquement, ce serait le Rallycross. Donc, sensationnel de ce côté-là, mais bien envoyé celle-là, Luc. Voilà. Donc, on va maintenant aller du côté de la F1 Esports Series, qui était la semaine dernière. Donc, on avait commencé du côté d'Autriche. Le défunt, l'ancien A1 Ring, qui est maintenant le Red Bull Ring. Je te corrige, Olivier, ça avait commencé à Zandvoort et Montréal, et jeudi par la suite, c'était l'épreuve en Autriche. Oui, c'est ça. Donc, on va aller du côté de l'Autriche maintenant, vu que les deux dernières, on avait discuté là, lors de l'édition de la semaine dernière, la balado. Donc, Autriche, 1-2 Red Bull, qui ont travaillé après le premier ravitaillement. Je sais pas si vous l'avez vu, messieurs, là, mais... Oui, c'était toute une épreuve de ce côté-là. Jarno Opmeer qui a terminé au 3e rang. Lui qui, va continuer sa conquête là, jusqu'à maintenant. Il est meneur au championnat avec 123 points. 27 points devant Marcel Kiefer et Frédéric Rasmussen qui est 7 points derrière. Les deux Red Bull qui ont terminé 1 et 2. Kiefer et Rasmussen qui ont pris les plus hautes marches du podium sur le Red Bull Ring. Bon, on s'entend que c'est une belle prestation de leur part. C'est vraiment un championnat à 3 joueurs, là, puisque David Tonizza, encore une fois, a reconnu des difficultés, termine au 10e rang, un seul petit point. Lui qui a été victime d'un accident majeur là, à Montréal face à Jarno Opmeer. Accident qui a été, je vais dire, là, balayé sous le tapis là, du côté de la série. Je n'ai pas vu de rétroaction face à ce crash qui aurait pu être vu là, comme certains, comme... on va dire un peu à la faute d'Opmeer, puisque c'est lui qui tentait le dépassement par l'extérieur dans un virage où, bon, on sait que avant le pavillon du Canada, au circuit Gilles Villeneuve, c'est très serré, ça passe pas à 2 de large. Et malheureusement, c'est là qu'il y a eu l'incident et Tonizza qui a été forcé à l'abandon par la suite. Donc, le champion défendant qui est dans le beau drap, on est au 8e rang du côté de Tonizza, 26 points. On est littéralement là, 97 points derrière le meneur après 6 des 12 rondes. Donc, définitivement, Jarno Opmeer qui est le grand favori jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même fait d'amener le pied dans cette épreuve à Spielberg jeudi dernier. Et comme Bertrand Hull ferait, là, honnêtement, là, c'est définitivement un geste qui aurait dû être répréhensible dans l'endroit de Jarno Opmeer. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas décerné une pénalité en l'endroit du pilote d'Alfa Romeo. Sincèrement, c'est une déception au niveau des dirigeants de la série, surtout lorsqu'on voit que David Tonizza est quand même à la hauteur de Hopper. C'est vraiment une décision, ou une non-décision plutôt dans ce cas-ci, qui est complètement incompréhensible de la part des dirigeants de la série. Ouais, ben on laisse les pilotes régler leur compte en piste. J'imagine on ne veut pas s'interférer dans le championnat. Pourtant, la FIA à Montréal, on le sait qu'elle a été du genre à s'interférer. On va dire une courbe avant. Hein, on s'en souviendra. On va se souvenir de l'incident Vettel. Rapidement, pour conclure cette petite parenthèse, Red Bull qui mène le championnat par équipe quand même, par 25 points devant Alfa Romeo. C'est une bataille à 2 chevals, messieurs, là, à 2 chevaux. Ils ont 95 points d'avance sur la 3e place.
qui est tenu par Renault. Renault Vitalité, évidemment, la formation e-sports qui est représentée par je ne vais pas dire l'écurie, mais l'entreprise Renault. Voilà, la marque. Et Ferrari, les champions défendants, qui sont au 7e rang avec 33 points. Pas le début de saison escompté. Ça va se poursuivre dans les prochaines semaines. Je suis en train justement d'aller chercher là, ce calendrier pour le reste de cette série. On est à mi-chemin. On a vraiment déjà 6 des 12 épreuves de compléter. Saison qui prend fin là, tout juste avant le temps des fêtes. Et le prochain rendez-vous, c'est le 18 novembre, où est-ce qu'il y aura une paire d'épreuves, donc en Grande-Bretagne et en Belgique. Silverstone et Spa-Francorchamps. Et le lendemain, ça sera du côté de Monza pour la 9e ronde de la saison. Donc, 18 et 19 novembre. Donc, mercredi et jeudi prochain. Autrement dit, tu me diras si je me trompe, Eric, on va terminer le championnat avant l'épreuve de Bahreïn. On termine le tout le 16 et 17 décembre. On termine après Abu Dhabi. OK, donc il y a une pause d'1 mois par la suite. Presque, oui. Un mois, effectivement. 4 semaines au total qui vont séparer les 3 dernières épreuves de la saison. Où est-ce qu'on va terminer ça à Suzuka, Mexique, dans la même journée, suivi du Grand Prix du Brésil à Interlagos, qui va clore cette saison de la F1 eSports 2020. Les qualifications pour la 21 qui sont déjà en marche, là, on est en mesure d'avoir déjà certains résultats de qualification. Pas surpris de voir Jarno Opmeer qui a le meilleur temps par un petit centième par contre. Mais ça reste à voir, il y a encore beaucoup de temps et beaucoup de marge de manœuvre là, pour les pilotes qui tentent de se qualifier. Les 2 premières rondes de qualification qui avaient lieu à Monza et à Cota au Circuit des Amériques pour la F1 eSports 2021. Donc, définitivement que c'est bien de voir que la Formule 1 construit immédiatement. On n'attendra pas trop longtemps pour relancer les choses dès le mois de janvier, sachant que la prochaine saison de Formule 1 va s'élancer dans le coin du mois de mars. Donc, on aura déjà une autre saison de la F1 eSports à nos portes. Oui, et d'ailleurs, ce calendrier, on va y revenir, comme on mentionnait au début de l'épisode, à la toute fin de cette émission. Mais tout d'abord, allons du côté du sim racing local, alors que la semaine dernière, on était donc du côté de Barcelone, du côté du GTCQ, division Taxi du Nord. 2 victoires du côté de Mickey Mike, mais encore une fois, on se répète depuis le début de la saison, Luc, mais on a travaillé de son côté pour aller chercher ces victoires-là, surtout qu'on a fait un choix un peu non orthodoxe, je cherchais le bon terme là, mais pas très orthodoxe de son côté avec la Ferrari alors que les autres avaient choisi l'Aston Martin. Exactement, donc au niveau de Mikey Mike, on avait été avec la Ferrari, on sentait que la voiture était plus favorite au niveau de la vitesse de pointe lors de la longue ligne droite à Barcelone. Mickey Mike qui également a été un petit peu plus stratégique, je dirais, que ses opposants contre Nean Tisto. Mais tout de même être en mesure d'aller chercher les 2 victoires. Et ce qui est très, très, très important à noter, c'est que pour Mikey Mike, lors des 2 arrêts au puits, lors de la première et la deuxième course, il y avait 2 secondes d'écart avec Nean Tisto et à chacune des occasions, il a été en mesure d'aller réduire l'écart de plus d'1 seconde. Alors, ça démontre à quel point, dans la ligne des puits, il est définitivement beaucoup plus performant que Nean Tisto. Il a été beaucoup plus stratège aussi, il a attendu vraiment que Nean Tisto parte à la faute là, pour être en mesure d'aller chercher les 2 victoires à Barcelone. Et encore une fois, bien, il accentue son avance et il se retrouve pratiquement, si ma mémoire est bonne, à environ 60 points d'avance au classement des pilotes. Disons que ça commence à être très difficile pour le reste du plateau pour venir l'atteindre lors des 3 dernières épreuves du calendrier. En effet, je vois l'écart là, qui est donc 140, 200, 138, 201, 60 points d'écart. On est à plus de 60 points d'écart, je confirme. Donc vraiment, là, c'est énorme l'avance qu'on a du côté de Mickey Mike. Par contre, Nean Tisto, on est quand même 7 présences sur le podium en 9 épreuves. On a eu quelques petits problèmes qui nous ont fait en sorte qu'on n'a pas... Enfin, on a raté une épreuve. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on est là. Mais après ça, derrière, par contre, John, Dave, Joss, Psycho, c'est extrêmement serré. Celui, par contre, qui m'a un peu déçu, je dirais, et... C'est la première épreuve. Oui, exactement. Première épreuve. C'est vraiment là, justement, où ça s'est gâché. Par contre, on s'est bien rattrapé lors de la deuxième épreuve. Pas nécessairement la performance qu'on est habitué de le voir faire. Par contre, l'avantage qu'on a eu, c'est... Je pense pour lui, c'était une nouvelle piste. On n'était pas habitué. Vraiment, c'est la seule explication que je vois. Mais on s'est bien rattrapé dans les circonstances. Deuxième course où on n'a pas vraiment été en demi-teinte ou en quart de teinte. Vraiment, on a fait le travail qu'on avait à faire pour sauver au moins les points qu'on avait besoin d'aller chercher au championnat.
et on est dans le top 10. Donc, de son côté, mission accomplie. On a quand même raté les 2 premières épreuves de la saison, ça rappellera. Donc, bon travail. Il faut mentionner également de souligner l'excellente performance de Psycho, qui ne l'a pas eu facile à plusieurs moments depuis le début du calendrier, qui a été en mesure d'engranger 34 points. C'est l'équivalent dans le championnat, dans le système de points, d'avoir terminé deuxième et troisième lors de chacune des épreuves. Alors, terminer dans le top 3 à deux reprises pour réussir le programme double, je pense que Psycho est probablement le deuxième grand gagnant dans cette série, dans ce programme double, parce qu'il s'est remis en course là, avec Joss, Dave et John, qui l'ont peut-être eu un petit peu beaucoup plus difficile là, au cours de la fin de semaine à Barcelone. Oui, et justement, je viens de me rappeler, justement, Nian Tisto, on se rappellera, dernier virage, en fait, dans le dernier tour, la dernière portion Dernier secteur, exactement, dernière portion du circuit, où justement, on a raté, on était deuxième, on s'en rappellera, et c'est justement Psycho qui avait fini deuxième à cause de cette erreur-là, on a barré les roues au bout de la ligne droite arrière, et ça, vraiment, je dirais pas erreur de débutant, c'est une malchance totalement de son côté, là, mais c'est le genre d'erreur que je m'attendais pas à voir quelqu'un habitué du top 3 faire. Honnêtement, c'est extrêmement rare. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas de pression. Il était pratiquement 8 secondes en avant de Psycho. Il n'y avait aucune menace. Alors, possiblement, on n'a pas eu la chance de revoir le tout, mais ça semblait vraiment, vraisemblablement être une erreur, malheureusement, d'inattention dans son cas. Voilà, on était probablement dans sa bulle et on sait ce qu'il y a quand on est dans une bulle, à un moment donné, malheureusement, les erreurs peuvent arriver. Donc, déception pour lui, mais toujours deuxième au classement, donc ce n'est pas terminé, loin de là. Et les 3 GTCQ derrière, plus Psycho, là, ça va donner quelque chose d'intéressant d'ici la fin de la saison. Donc, à ne pas manquer. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous. Oui, Luc. Le prochain rendez-vous qui va être à Laguna Seca, ça ne sera pas facile pour les pilotes, on s'entend là-dessus. Il n'y a pas de marge d'erreur, il n'y a pas de zone de dégagement, alors définitivement, disons que le bac à sable et les Tonka vont être très présents autour du circuit de Laguna Seca. Oh que oui, donc à ne pas manquer. Sortez vos Tonka, sortez vos pelles et vos chaudières à sable parce qu'on s'en va du côté du désert californien pour la 6e course le 20 novembre sur les ondes de SFTV, toujours à partir de 19h55 de notre côté. Et rapidement, là, pour terminer du côté du GT, eh bien ce vendredi, nous sommes du côté de la série EGT4 Sprint Challenge à Hungaroring, donc on n'est pas du côté d'un désert du tout. Il n'y a pas vraiment de sable à Hungaroring, excepté à un endroit précis du circuit. Donc, sortez pas vos Tonka pour ce circuit-là, ça sert strictement à rien. Les patins à roues lignées seraient peut-être mieux conseillés dans ce cas. Ah, tout à fait. Donc, surtout en plus, on est pas loin de Budapest. Budapest, c'est une très belle ville, donc ça vaut la peine dans ce cas-là. Donc, blague à part, 20h20 sur les ondes de SFTV, là, du côté du GT, pour cette 6e ronde de la saison du GT4 Sprint Challenge. Messieurs, je vais vous laisser maintenant la parole pour ce qui est de la série NASCAR Autodrome Chaudière Valley Jonction, NASCAR Cup, pardon, Autodrome Chaudière Valley Jonction, qui finissait sa saison régulière du côté de la loterie de Talladega. Oui, on était en Alabama vendredi dernier pour clore le débat et savoir qui allait être les 16 pilotes qualifiés pour les 5 rondes suivantes. Donc évidemment, c'était do or die là, pour certains pilotes qui devaient tenter le tout pour s'y classer. Une épreuve de très haute qualité. Il y a eu seulement 4 neutralisations, incluant celle du segment, dans cette épreuve qui en comptait 50 tours. Il y a eu besoin de, je crois, un seul verre blanc d'amis à la toute fin pour clore le débat. On reviendra sur le vainqueur, puisque bien évidemment, ce sera notre prochain segment par la suite. Une épreuve en 2 temps, une épreuve qui aura vu un premier segment relativement stable. Il n'y a eu aucun incident là, qui a inclus des pilotes, on va dire, là, dans le top 10, top 15 de l'épreuve. Généralement, on avait des accidents et des jaunes, des neutralisations causées par des incidents isolés. Il y avait 2 ou 3 voitures d'impliquées. Il y a eu quand même un bon incident, là, le deuxième qui aura impliqué 7 ou 8 voitures. C'est la réalité de Talladega, évidemment. Mais en revenant du segment numéro 1, qui a été remporté par Michael Lortie de brillante façon, Lortie qui avait besoin de ses points de segment-là, Alex Guillon qui avait terminé 2e. On s'était lancé par la suite pour une séquence sur drapeau vert de 20 tours qui a été soldée non seulement par un arrêt au puits sur drapeau vert, qui aura vu Alex Guillon, qui menait l'épreuve à ce moment, se payer une pénalité pour excès de vitesse à l'entrée des puits. Il aura été scotché dans sa boîte de ravitaillement extrêmement longtemps. Ça l'a ramené à la fin du tour des meneurs et s'en est suivi 2 tours plus tard d'une neutralisation qui aurait impliqué Yvan Hébert
qui aurait été sorti de piste à la sortie a tout juste passé la ligne de départ arrivée avant le virage numéro 1, mettant fin à ses espoirs de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ce qui nous a placé là, pour ce vert blanc damier, une fin de course des plus spectaculaires. On a eu droit presque à un 4 de large pour la victoire. Bien évidemment, ça a classé la grande majorité là, des pilotes qui, on va dire, dans le top 10, on était pas mal déjà assurés là, de la chose. Donc, on pense à des François Benoît, Frédéric Ladouceur, Steve Daurin et Jean-Raphaël Morin dans le top 5, qui avaient déjà leur clé pour leur château, si on peut dire ainsi, pour la suite des choses. Par contre, c'est venu rassurer des pilotes comme Simon Magin, qui termine au 13e rang du classement, Michael Lortie, qui, Pierre-Luc pourra vous en parler, était loin, mais loin d'une place en éliminatoire. Il avait raté 3 courses dans la saison, avait été remplacé dans la 360 par Frédéric Ladouceur en son absence, les points qui avaient été évidemment au crédit de la numéro 51. Lortie qui a accompli sa mission, Pierre-Luc. 65 points. C'était le nombre de points d'écart qu'il y avait entre sa position qui était 32, 33e. Ouais, c'était dans ces environs-là, et la 16e position qui lui donnait la clé du château, comme tu le dis, pour les séries éliminatoires. Il a fait deux remontées, une remontée spectaculaire. Rappelle-moi la course, je m'en rappelle plus, Eric. Il avait remporté du côté de Kansas. C'était Kansas, exactement. Il avait connu des difficultés à Dover. Il avait dominé Kansas, on s'entend. Oui. Il avait vraiment, il a passé le balai. Littéralement, il a été chercher tous les points disponibles. Et pendant ce temps-là, il voyait tous les pilotes qui étaient en haut de lui au classement descendre. Donc, ça lui a donné un jeu vraiment intéressant parce qu'on se disait qu'il devait gagner 13 ou 14 points par course pour se rendre. Et il s'était ramassé à 25 ou 26 points déjà d'une place en série. Ouais, mais par contre, ça s'est gâté. Oui, ça s'est gâté du côté de Dover. Ça a été plus difficile dans cette 8e épreuve de la saison. C'était bien repris du côté de l'Iowa la semaine dernière avec une belle performance également. Ça t'a fait coiffer le podium, on se rappellera à la toute fin par Jonathan Varanaskas, qui voulait sa 3e invitation sur notre panel d'entrevues consécutives. Varanaskas qui termine au 8e rang du classement général en saison régulière, lui aussi qualifié pour les séries éliminatoires. Mais pour Lortie, ça a été la victoire du segment Talladega et un excellent finish à la toute fin. Évidemment, lorsque on jette les dés sur la table en fin d'épreuve, c'est là où est-ce que ça peut se terminer en larmes et on aura réussi à éviter le pire de leur côté. Derrière Lortie, on retrouve Alex Guyon en égalité à 286 points. Et pour Guyon, non seulement on pourra dire ouf, mais on va surtout dire, avec la saison régulière qu'il a connue, si la malchance peut le larguer pendant les séries éliminatoires, il devient un homme à suivre. Il devient un homme à battre. Une menace dans le top 5, certainement. Maxime Gagné, qui aura la dernière position disponible à 277 points. Et c'est crève-cœur pour Bruno-Pierre Pinchot, qui termine 17e, un petit point derrière la 16e place. C'est le grand perdant, Eric. On va se le dire, malheureusement. Il était bien classé à 3 courses de la fin. 11 points d'avance avant Talladega. Et malheureusement, une sanction, une pénalité de 5 points au championnat qui leur a fait reculer avant le départ de cette épreuve. Et le malheur qui s'est abattu sur lui pendant l'épreuve n'aura pu aller chercher suffisamment de points pour se classer. Il y aura Kev Prou qui aura terminé 3 points derrière la limite. Jean-François Lavoie qui a raté la 10e épreuve et va rater une ou 2 épreuves suivantes de son côté, ne se classera pas également, donc avec 273 points. Et par la suite, c'est là où est-ce qu'on recule à 20 points de retard sur le 16 et 17e rang avec Sébastien Charon-Daniel, où est-ce que là, ça aurait pris une grosse performance là, des 2 voitures du Slice Sim Racing qui termineront 20 et 21e au classement général de la saison régulière. On a fait exprès, mesdames et messieurs, de garder le meilleur pour la fin, puisqu'on va accueillir sur les ondes d'SFTV, non seulement pour une 5e fois cette saison, il remportait l'épreuve de vendredi dernier, 5 victoires en 10 sorties, on le mentionnera, mais également, il se paye le championnat de saison régulière. C'est Fred Moreau qui remporte cette saison régulière et se mérite, on le mentionnera par la suite, une belle petite bourse de 15 $ pour ce championnat. Également, les bourses qui ont été annoncées là, du côté de la formation de de LM Productions. Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a avec nous, donc Fred Moreau là, qui se joint à nous. D'abord, bonsoir Fred. Bonsoir messieurs, ça va bien? Ça va très bien. Je vais laisser la parole à Eric et Pierre-Luc. C'est plus eux, évidemment, là, qui vont pouvoir poser des questions par rapport à la course de la semaine dernière et tout ce qui va alentour, évidemment, de ça.
Évidemment, on va avoir le pouls sur cette course qui a été, ma foi, on va dire quand même spectaculaire. Là, dans les circonstances, ça reste à la dégâts. On a eu toute une fin de course. Fred, félicitations en passant pour ton championnat, qui est grandement mérité. Tu avais eu un début de saison coup-ci, coup-ça. Tu t'es très, très bien repris d'ici jusqu'à la dernière course. Tes impressions sur ta course de Talladega? Écoute, c'est toujours un coup de dé, hein, Super Speedway. Ça, tout le monde le sait. Fait que, mais c'est sûr qu'on a eu l'équipe, on a eu une bonne qualif. Fait qu'on s'est ramassé les 6 dans le top 6 cette année. Fait que disons que ça a aidé un petit peu à la stratégie de la course, de tout se tenir ensemble. On n'avait pas eu besoin de se courir après. On est resté ensemble. Puis, tu sais, la stratégie, là, c'est assez bien faite avec ça, là. Écoute, Fred, on a mentionné évidemment, là, c'était une saison régulière en 2 temps. Tu termines ça avec 5 victoires en 10 épreuves. On retrouve le Fred Moreau des beaux jours. Mais on avait discuté le vendredi que ça ne sera pas un tracé facile, là, le reste de ces séries éliminatoires. Il y a quand même de l'adversité qui t'attend. Ça serait qui, à tes yeux, là, tes plus gros adversaires là, en vue de cette première ronde des éliminatoires? Ah, écoute, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Écoute, des 1,5 000 avec le package de Downforce, maintenant avec la Cup Car, versus avec aussi le nombre de gaz qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de long run. Les tailleurs n'ont pas beaucoup de temps d'user. Fait que ça fait tu sais, sur 20-25 tours de run qu'on peut faire sur une tank de gaz, il y a 15, 16, 17 tours qu'on peut faire au fond tout le temps. Fait que tout le monde est capable de tenir un char au fond. Fait que, tu sais, ça resserre toute la gang, plus la draft. Écoute, c'est sûr que jusqu'à date, depuis le début de la saison, Jean-Raphaël Morin, il a toujours été sorti tout le temps fort sur des 1,5 000. Lortie, c'est un de mes coéquipiers qui, quand même, il est très, très, très rapide aussi. La douceur, c'est rapide aussi. Euh, il y en a un qui m'échappe là son nom, en tout cas le numéro 26. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Écoute, c'est quasiment un coup de dé, c'est quasiment un Super Speedway maintenant, les 1,5. 0,26, donc Mathieu Vachon. Puis, écoute, dans les circonstances, on a quand même 2 rondes d'éliminatoires. On va expliquer un peu pour les gens à la maison qui se joignent à nous le format du côté de la série NASCAR Cup, Patron de Chaudière à Vallée Jonction. Donc, 2 courses dans la première ronde sur des 1000 et demi, donc Las Vegas, Chicagoland. Par la suite, on élimine 6 des 16 pilotes, on tombe à 10. On se dirige du côté du Roval et de Michigan pour la deuxième ronde. On élimine encore 6 pilotes et ça se termine avec le top 4 du côté du ISM Raceway à Phoenix. Fred, est-ce qu'il y a une de ces épreuves-là qui te rend un petit peu plus nerveux que les autres? Ah, ben, regarde, je dirais que les speedways de 1,5 000 vont rendre plus nerveux parce qu'on va rouler tout le temps plus en paquet. Tu sais, on est, comme je disais, j'expliquais tantôt, on est tout au fond, on est tout regroupés. La draft va faire une vitesse énorme de différence. Il s'agit qu'il y en ait un qui ait des tailleurs un petit peu plus usés. L'autre en arrière, il y en a 4-9. La différence de temps est énorme sur des 1,5. Je pense que les trois, 1,5 vont faire la plus grosse différence. J'ai une question pour toi. En fait, moi, je regarde le classement et je vois que les 6 voitures du Lavoie Motorsport sont qualifiées pour les premières rondes éliminatoires. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois un certain avantage à avoir, on s'entend coéquipier en parenthèse parce que c'est quand même divisé en groupe de deux pilotes par écurie. Est-ce que tu vois un certain avantage d'avoir tes copains comme ça qui sont classés actuellement? Ou à l'interne, on s'est entendu pour dire que c'est chacun pour soi, puis peu importe ce qui va arriver, chacun va se battre pour sa victoire. Ben, c'est sûr qu'on veut toute la victoire aussi. Par contre, tu sais, c'est peut-être, ou l'avantage peut-être, c'est qu'on ne fera pas de move, euh, je vais le dire comme ça, de move innocent, d'arriver puis de faire un big dive en rentrant dans le croche qui pourrait risquer d'être dangereux puis de nous sortir. C'est peut-être juste le seul avantage parce que, regarde, mettons, à Talladega, la fin de course, là, coéquipier ou pas, on voulait toute la gagner pareil. Les 4-5 en avant, là, on s'est sorti 4 de large, puis on voulait tout passer la ligne d'arrivée pareil. Fait que, tu sais, on veut toute la gagner pareil, puis on veut toute notre place quand même dans la ronde suivante.
Puis pour terminer, bien évidemment, comme à l'habitude, malheureusement. Oh, je pense que Luc a une question. Ouais, ben c'est rare que j'ai la chance d'écrire du NASCAR, mais je vais en profiter pareil pour poser une question, Fred. Euh, Étant donné qu'on est dans les séries, moi je me demandais, comme pilote, est-ce que tu aimerais ça, avoir des épreuves un peu plus longues, surtout par exemple lors des 3 dernières épreuves des séries éliminatoires ou même la finale? T'aimerais ça qu'on se rapproche un peu plus d'une durée d'une course réelle? C'est sûr que ce serait quelque chose qui serait intéressant, mais j'ai l'impression qu'on va toujours être arrêté vu qu'on roule avec 50% d'essence. Mettons, avoir 100% d'essence, puis avec la course plus longue, oui, effectivement, là, ça prendrait vraiment des courses plus longues, mais là, on n'a pas le temps d'arriver dans l'usure des pneus, puis que ça fasse vraiment une grosse différence. Mais la, Que, que- mais la question, c'est si maintenant on met les paramètres en conséquence, donc on augmente la quantité du réservoir, est-ce que toi, comme pilote, tu aimerais ça que la finale se joue sur une course plus longue? Ah, ben, moi, personnellement, ça m'avantagerait. J'aime bien les longues runs, faire des 5-6 tours, là, j'ai jamais été très bon là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, oui, j'aimerais ça. Mais il faudrait que tout soit aligné pour ça. Donc, pour terminer, ben, tu n'as pas eu la chance de le faire la semaine dernière, donc on va te laisser ton petit moment de gloire, on va dire ça comme ça, pour remercier tes commanditaires et les personnes que tu aimerais remercier aussi. Ouais, ben oui, j'ai eu la chance, mais 2 fois plutôt Ah! qu'une même. OK. Mais le résultat n'a pas été concluant. Mais non, regarde, c'est sûr que mais tu sais, les commanditaires, l'équipe La Voix Motorsport au complète, on a toute une belle gang, on a du fun. Mon frère Nicolas, là, tu vois, cette semaine, on a encore travaillé pas mal sur le setup pour Las Vegas. Les commanditaires, ben écoute, Construction CRD, Normandin, Easy Web Solutions, Icon, Centre du VA Victoriaville, c'est tous des commanditaires que j'affiche en sim, puis c'est tous des vrais commanditaires qui nous suivent aussi en réel. Fait que c'est toujours c'est très apprécié, puis c'est le fun de pouvoir les afficher à longueur d'année. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir, là, à moi, Eric, et à toute l'équipe, là, évidemment, de t'avoir parmi nous pour avoir discuté de cette course. Puis évidemment, de ce qui va se passer dans les courses suivantes. Qui, d'ailleurs, la première course de la saison va commencer à Las Vegas, si je ne me trompe pas, Eric. Oui, des séries éliminatoires, première ronde des séries du côté du Las Vegas Motor Speedway dès ce vendredi, 20h50 sur les ondes de SFTV, à ne pas manquer. Fred, encore une fois, merci beaucoup et félicitations aussi pour ton championnat de saison régulière qui te vaut une belle bourse de 15 $. Merci à vous, puis merci pour vos commentaires. On suit ça de près, très près, puis c'est très apprécié. Bien, merci à toi, puis on te souhaite une bonne fin de soirée. Donc, Fred Moreau qui est venu nous rejoindre. Donc, on a rectifié un petit pépin qui s'est passé pendant la diffusion, malheureusement, des pépins qu'on ne réussit pas à trouver la raison, malheureusement, mais bon, au moins, on a réglé. Reste satisfait de savoir que cette fois-ci, on a été en bonne et due forme et que tout a été réglé dans les normes. Donc, soyez rassurés, mesdames et messieurs, que ce n'est pas en vain que l'on tente. On tentait le tout possible là, pour régler ces situations le vendredi soir, des entrevues d'après-course qui avaient été capricieuses à quelques occasions. Et lorsque Fred Moreau, c'est le seul pilote avec qui ça se produit, et lorsqu'il remporte 5 des 10 épreuves, ça rend la chose un peu plus délicate. Mais évidemment, on a encore une fois des invitations à lancer là, pour notre top 3 cette semaine pour les entrevues d'après-course. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et on en a quelques-uns là, qui sont devenus des habitués de ces entrevues d'après-course. Je vais juste conclure en mentionnant un petit truc. Je retourne sur le classement général. Ça va être une guerre à finir, vraiment, là. Il y a les 6 voitures du Lavoie Motorsport qui sont classifiées pour la première ronde, mais vous avez 4 voitures de KMR Warrior aussi qui sont dans la course. Ça fait un total de 10 voitures qui pourraient se battre pour le championnat. Ça risque d'être vraiment intéressant. Et dernier petit aspect, Pierre-Luc, on a oublié de mentionner les points accumulés de séries éliminatoires au long de la saison régulière. Fred Moreau, qui en vertu de ses 5 victoires, en a 13. Donc, il débute avec quand même un certain avantage en première ronde. Derrière lui, il y a François Benoît et Michael Lortie qui en ont 4 et Jean-Raphaël Morin qui en a 3. Donc, on a déjà 3 pilotes qui vont se lancer sur, est-ce qu'on va dire, un piédestal
dans le cas de Fred Moreau, il a quand même un avantage marqué, mais ça ne garantit en aucun cas une place au deuxième tour. Et les deux autres, ça leur donne un petit coussin déjà de quelques points face aux pilotes derrière. Maintenant, l'aspect qui sera surveillé, les points de segment deviennent extrêmement importants et surtout, la victoire ne vous garantit pas une place dans la course suivante. Donc, même si ça va sur des roulettes à Las Vegas vendredi, il va quand même falloir se présenter à Chicagoland la semaine suivante et s'assurer d'éviter l'hécatombe. Donc, c'est une formule qui, en saison régulière, semblait un peu plus mettait l'emphase sur la constance et non une performance clé, comme on a pu voir pour Michael Lortie, par exemple, qui aurait pu verrouiller sa place en éliminatoire et passer à d'autres choses. Mais là, en séries éliminatoires, cette formule-là devient extrêmement intéressante puisque ce n'est plus une victoire et on a la garantie de passer au tour suivant. Il va falloir livrer la marchandise course après course. Comme le dit le bon vieux dicton, c'est des matchs de 4 points. Très important. Et voilà, donc rendez-vous 20h50 ce vendredi sur les ondes de SFTV pour la première ronde de ces éliminatoires de la série NASCAR Cup à Auto-Chaudière Vallée-Jonction. Donc, on va maintenant aller du côté de la course réelle, et quoi de mieux que de passer du NASCAR au NASCAR pour continuer, messieurs, alors que la saison a terminé dans les 3 séries. On va commencer avec la série du vendredi, donc la série Truck, où Raphaël Lessard, un autre top 5. Oui. Intéressant. Top 5 sur une short track, le Phoenix ou le ISM Raceway, qu'il est dénommé maintenant. Là, il a changé de configuration 2 à 3 fois là, dans les dernières années. On avait tout d'abord asphalté le dogleg arrière et par la suite, on a décidé de déplacer la ligne de départ arrivée qui est maintenant sur ce qu'on va appeler la ligne arrière et on l'a mis à la sortie de l'ancien virage numéro 1. Donc, une reconfiguration complète de ce tracé qui avait été amorcé sous la bannière que Kyle Larson portait, que malheureusement, j'oublie le nom. Solar Energy. On ne reparlera pas de cette saga, malheureusement. Mais maintenant, le tracé s'appelle le ISM Raceway, qui est l'hôte de la course finale de la saison maintenant. Pierre-Luc sera content d'apprendre que ce n'est plus du côté de Miami à Homestead. Il n'y a pas juste Pierre-Luc. On est tous contents, je crois. Non, moi, je l'aimais Homestead. Mais c'est T'es belle seule. Sheldon Creed T'es bien qui a seul, remporté... Calvas. Ah, c'est le fun des milléniaux, arrêtez-moi ça. C'est Sheldon Creed qui a remporté le championnat du côté de la camionnette. Évidemment, Raphaël Lessard qui n'était pas des séries éliminatoires, mais vient quand même placer sa camionnette en très bonne posture. Je pense que pour Raphaël, la saison morte, non seulement va faire du bien pour recharger les batteries, ça a été une saison lourde, je vais dire en émotion, puisque pour un jeune comme Raphaël Lessard, être loin de la maison, ne pas pouvoir aller revoir sa famille et de gérer cette situation de pandémie pour une première saison, pour une saison recrue, c'est du lourd, c'est du beaucoup. Il n'y a pas eu de pratique, il n'y a pas eu de séance d'entraînement comme on a à l'habitude dans les week-ends NASCAR. Donc, cette saison morte va lui permettre de replacer les pendules à l'heure, de recharger les batteries et d'arriver frais et dispo au mois de février pour relancer le tout du côté de Daytona. Et évidemment, on s'attend à une campagne, il devrait demeurer en camionnette, bien évidemment, avec KBM, Kyle Busch Motorsports, à une campagne qui devrait être extrêmement intéressante pour le jeune, puisque là, on va s'attendre à des... On a vu ce qu'il est capable de livrer, et là, on va s'attendre à des performances qui vont l'amener dans la série éliminatoire. Donc, la pression monte pour un jeune comme Raphaël Lessard, mais il a le talent pour livrer. Il reste juste à maintenant, comme on le mentionne, mettre ça sur le bitume et aller chercher des drapeaux à damier. Je vais mentionner un truc. Pour être franc, là, gardez Phoenix comme dernière course de la saison. Il y a eu de l'action, là. Juste les relances qu'on a eues. Puis le fait qu'on voit les voitures descendre tellement bas, puis ça a été favorable pour quelques pilotes la fin de course là, d'agir de cette façon. C'est vraiment incroyable, là, sérieusement. Là. C'est parce qu'on voit je répète, on voit du 6 de large, on n'est pas sur un Super Speedway. Je pense que c'est très important de le mentionner. C'est incroyable. Ouais, 6 de large, mais pour faire le virage qui est maintenant le virage numéro 3, il faut resserrer un petit peu. C'est moins large un petit peu. Ah, c'est ça, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Mais quand même, on a eu de l'action mur à mur, on va se le dire, là, dans cette fin de semaine-là. Dans les 3 séries, on a eu des fins de course vraiment intéressantes. Ben, il faut dire que dans le cas de la COP, on en reviendra tantôt, là, mais ça s'est décidé autrement. Là, mais dans les 2 séries du bas, ça s'est rejoué sur des green-white checkers, je ne me trompe pas. Là, donc, on a eu des très belles relances. C'était vraiment intéressant. Et en série Xfinity, est-ce qu'on parle de la course ou on chasse l'éléphant dans la petite pièce? On va chasser l'éléphant et ensuite parler de la course, je crois.
Il est très Ben, gros, je peux- l'éléphant dans la petite pièce. Ouais. Ouais, ben, c'est. Il faut qu'on élimine ça Ouais, ben, c'est suite à un article de Michel Tassé dans la bonne liste. du droit de l'Est, donc qui s'occupe beaucoup de la région de l'Estrie et un peu du centre du Québec. Alex Labbé, qui n'est pas allé de main morte, messieurs, je vous laisse aller. Ben, on va mettre le contexte en place. Alex Labbé qui a été victime d'un problème de carburateur en début d'épreuve du côté Encore. d'ISM Raceway. Ouais, encore. Oui, encore un problème mécanique qui vient trahir sa potentielle performance. ISM qui, ceux qui se souviendront, Alex Labbé qui a fait ses licences sur ce tracé, une de ses premières courses dans la série Xfinity qui était du côté de Phoenix. C'est Austin Cindric qui a remporté l'épreuve et son premier championnat de ce côté. Mais du côté d'Alex Labbé, on n'a pas été nécessairement de main morte. On est un peu tanné là, des problèmes mécaniques qui entourent ses performances. On a quand même ramené un top 5 à la maison. Meilleur résultat du côté de DGM Racing avec la 4e place du côté du Roval qui aurait été. On a passé si près d'une 2e place, mais évidemment avec les conditions torrentielles qu'il y avait du côté du Roval à cette épreuve. C'était légendaire là, d'espérer de ne pas faire la moindre erreur dans cette course. Mais définitivement, dans l'entrevue qu'Alex a livrée avec le droit, on a été clair, net et précis que la saison prochaine, on veut des performances, on veut des résultats et qu'Alex Labbé serait à l'écoute également, qu'il ne serait pas hésitant là, si les grosses équipes lui portent un certain intérêt. Il va écouter les offres. Donc, définitivement, ça annonce de belles choses. Je pense que de son côté, avec les performances qu'on a livrées, on est en mesure là, d'avoir au moins un bon début de saison garanti de son côté. On ne s'attendait même pas cette année à voir Alex Labbé faire une saison complète chez DGM Racing. Donc, définitivement, les partenaires qui l'ont accompagné, qui font en sorte qu'évidemment, nos pilotes québécois peuvent œuvrer là, dans ces grosses séries. Toujours agréable de voir là, à quel point on est capable de s'associer et de faire de belles choses de ce côté. Définitivement, je pense que du côté d'Alex Labbé, ça va faire du bien aussi ces vacances-là, mais on aurait aimé terminer cette saison-là sur une meilleure note. Et justement, parlant des. Oh, il y avait de l'accumulation, messieurs. Oui, là. juste mentionner un petit point rapidement. Tu mentionnais les entreprises québécoises, justement. Ce qui est intéressant dans l'article, justement, c'est de voir que les entreprises ils veulent continuer, on dirait, l'aventure, mais veulent une meilleure voiture. C'est ce que l'article sous-entend, carrément. C'est pas « Ah, on veut pas nécessairement continuer avec Alex Labbé ». Non, on veut continuer, on veut juste les performances. Et c'est normal, c'est ce qu'on s'attend d'un commanditaire, on s'attend d'être en avant, d'être mis de l'avant. Et là, ce que je vois, c'est pas « Ah, on est frileux de participer ». Non, on veut supporter Alex Labbé. C'est juste « On veut une voiture dont le carburateur lâchera pas après 5 tours ». C'est là la différence. Moi, il y a 2 phrases que j'en retiens dans l'article. En fait, on aurait pu se qualifier pour les séries, puis il se corrige en disant en fait, on aurait dû se qualifier pour les séries. Fait qu'à quelque part, sans mettre la faute à l'équipe de Mario Gosselin, je pense qu'à un certain point, avec les moyens qu'on a effectivement, c'est sûr que c'est pas évident sans prendre la défense de DGM Racing, mais à un moment donné, comme je le mentionnais il y a à peu près un mois, avec ma petite montée de lait, il va falloir que Alex Labbé ait vraiment sa chance avec les écuries de pointe pour vraiment être en mesure de prouver ce qu'il est capable de faire. Et je pense que malheureusement, dans son cas, on est rendu là, surtout si tu as les commanditaires canadiens et québécois qui veulent embarquer dans l'aventure. Mais à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'aller approcher là, les grosses écuries. Je pense notamment à Penske, Junior Motorsports également, pour peut-être les convaincre de laisser Alex Labbé courir une saison dans une de ces écuries-là. C'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate à mentionner. Puis tu viens de le dire. Ben, tu sais, ça serait le fun qu'on le voit courir chez Penske pour une saison ou deux. Mais tu sais, on aimerait ça le voir jusqu'à 45 ans avec Penske, comme tous les grands pilotes ont fait en NASCAR. Mais malheureusement, la réalité est que. Je comprends. Écoute, moi, c'est comme Eric mentionnait en dehors de la balado, c'est clair qu'Alain Labbé, là, il ne fera pas de la Coupe NASCAR si jamais il réussit à le faire jusqu'à 45 ans. Je pense que malheureusement, c'est complètement irréaliste. Par contre, est-ce qu'on peut être en mesure de lui donner la chance de vraiment réellement se prouver en Xfinity avec l'apport de l'argent canadien? Moi, je pense que oui. Je pense que si on va chercher le bon interlocuteur dans le monde du NASCAR en voyant ce que l'essor est capable de faire en camionnette, ce que Labbé a été capable de faire avec des moyens ridicules en Xfinity. Je pense que si on réussit à trouver un certain interlocuteur, moi j'en ai un en tête,
on est capable de bien l'approcher, de bien vendre la mouture, le support financier, moi, je pense que ça serait possible de le voir parmi une des grosses équipes. Mais C'est pas c'est le clair, contraire. va falloir beaucoup de travail. Je dis pas le contraire. C'est juste que ce que je mentionne, c'est que si tu donnes des moyens à un pilote comme Alex Labbé de courir à chaque année, puis d'avoir l'argent nécessaire pour courir, mettons, avec les grandes écuries, c'est pas vrai de dire que c'est irréaliste qu'il le fera pas jusqu'à 45, 46 ans. Des pilotes de 45 ans en NASCAR, il y en a une trolley versus les autres Non, séries. ouais, mais c'est parce que les gars qui Mais, restent jusqu'à 45 ans, ils ont des championnats, ils ont un ben, historique derrière eux. Et ben là, oui, ils ont une avec- certaine historique, c'est ça. c'est ça. C'est ça que je vais apporter aussi au bout de la ligne. Messieurs, Mais c'est Jimmy Johnson a commencé à quel âge? de Johnson a commencer, commencé à il était à peu 21 près dans ans. les âges à Alex Labbé, si je me trompe Et pas. voilà. Non. Johnson a commencé en Coupe NASCAR à l'âge de 25 ans. C'est vieux. Mais C'est il très a vieux. pas- ouais, mais ouais, attends. Mon point, c'est qu'en Xfinity, il a roulé anciennement à Bush. Il a roulé bien avant ça aussi. Là. Il roulait à la fin des années 90 en série Bush. Il avait 22-23 ans. Fait qu'à quelque part, oui, je comprends très bien le parallèle. Sa première épreuve en Xfinity ou en Bush à l'époque est en 98. Bon, ben c'est ça. Fait qu'on arrive dans le 22, dans la tranche 21-22 ans où est-ce qu'il commence à courir en Xfinity. Je ne veux pas vous faire de peine, messieurs, mais on ne peut pas dire la même chose de l'abbé. L'abbé n'a pas commencé à courir en Xfinity à l'âge de 21-22. Ça a plus été 23-24 ans à peu près dans ces Il a eaux-là. commencé en Pinties à ces années-là, Ouais, mon ouais, cher non, Luc. mais c'est ça. Mon Ouais, point, quand même 2 ans de c'est pour différence. expliquer qu'il y a quand même un bon 2-3 ans de différence qui, dans ce qu'on appelle, peu importe le sport, la période très importante pour le développement. Ben, c'est plate, mais l'abbé ne l'a pas eu comparativement à Johnson. Tu sais, Mais non seulement il l'a pas comprends-tu eu, un mais peu le point de vue, je Pierre-Luc? comprends le Oui. point de vue, mais OK. Johnson, il est tombé tout de suite d'impact à Hendrick Motorsport. Ah, ben c'est ça. Ouais, On parle la même chose différemment. Tu dis qu'il c'est est ça, tombé tu sais, tout de suite, mais il est ça y a tombé. quand même pris 4 saisons à aller chercher un championnat. Là. Oui, mais il Oui, était dans un environnement gagnant. Tu sais, et voilà. c'est là Oui, la différence. C'est là que je vais en venir. C'est ça qui est plate d'un pilote comme Alex Labbé qui n'est pas issu de tous les programmes des grosses écuries ou qui ne va pas chercher l'attention de ces écuries-là. Il travaille fort. Il va chercher il va chercher le plus de commanditaires possible qu'il peut aller chercher. Mais au bout de la ligne, il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Tu sais, moi, je m'excuse. Je pense que l'élément important, c'est que lorsque les conditions sont identiques pour tout le monde, ou presque, quand tu es capable de te tenir avec un Austin Cedric puis un Chase Briscoe à l'avant en Xfinity, avec une voiture qui a moins de moyens, je pense que, je veux dire, si le NASCAR ne l'a pas vu cette année, bien, les dirigeants des grosses écuries ne le verront jamais. Tu sais, on s'entend pour être en mesure de tenir Austin Cedric puis Chase Briscoe, comme qu'il l'a fait à certains moments, pas toute l'année, à certains moments. Malheureusement pour Alex Labbé, honnêtement, je suis à court de mots. C'est pour Il a ça terminé 14e, messieurs, au championnat des pilotes. Donc, Ah, derrière Jeremy Clements. quand on mentionne de son côté qu'on aurait dû faire le championnat, ben, on se base sur ces statistiques-là également. Là. Le top 4. C'est sûr que Alex Labbé, non seulement pour l'avoir vu évoluer dans les dernières années, mais pour avoir déjà été en virtuel avec, en routier, il ne donne pas sa place. C'est tout un client, c'est tout un pilote. Et il l'a prouvé à maintes reprises. Ses meilleurs résultats, on avait une 9e place à Mid-Ohio, on a la 4e place du côté du Roval. Si je ne me trompe pas, ses autres top 10, je pense qu'il en a eu un du côté de Bristol, si ma mémoire est bonne. Je vais aller vérifier justement. Là, Indianapolis, il a terminé top 10 cette année. Oui, dans la 90. Il a partagé son temps entre la 36 et la 90. Il avait une 10e place à Daytona, une 9e à Talladega et une autre 10e à Talladega cette saison. Donc 4 top 10, 3 sur des Super Speedway, il y en a 5 en tout, excusez-moi. Donc 3 sur des Super Speedway, 1 à Indianapolis et son top 5 au Roval. Et la saison dernière, on n'en avait qu'un seul. C'était une 6e place côté de Charlotte. J'avais l'impression que tu avais terminé 9e à Mid-Ohio. Ah, voilà, OK, on a encore une fois. On avait terminé 9e à Mid-Ohio. C'était en 2018. Donc, son premier top 10 en Xfinity qui était l'année précédente. Donc, cette année, les chiffres ont décuplé. Là. On a passé de 1 top 10 par année à 5, incluant un top 5. C'est sûr que ça va faire bouger les cordages un petit peu là, du côté des écuries qui, si on a besoin d'un pilote et que le pilote en développement n'est pas prêt, on pourrait tourner nos yeux vers un Alex Labbé. Maintenant, il faut que ces offres-là
arrive sur la table et on l'a vu dans cette entrevue-là, dans cet article du droit. Alex est prêt à écouter. La voix de l'Est, je corrige. Là, La voix de l'Est, ouais. Ouais, c'est la voix de l'Est. Je confirme. Mais c'est Oh. correct, je n'en tiens pas au rigueur, c'était juste pour une fin de correction. Voilà, donc quand même un bel article. On va aller voir là. C'est vraiment l'article. Le titre est pas mieux choisi. On aurait dû faire mieux. Donc That's it. voilà, ça résume pas mal la situation. Maintenant, ben, parlons de la course justement au YSM Speedway. Comment ça a terminé? On parle en Coupe NASCAR ou en Coupe Xfinity? En Xfinity, évidemment, on parle d'Alex Ok. Labrie. Ben, comme on l'a mentionné, ça a été un problème de carburateur. Il a quand même fini à l'intérieur dans le bas du top 20, à l'extérieur du top 20. Puis c'est Austin Cindric qui a tout remporté en remportant Phoenix également. Donc, c'est une belle saison dans son cas. Encore une fois, je pense que Cindric est en train de réellement prouver sa valeur. Il l'avait déjà prouvé l'an passé. Ça avait été plus ou moins bien réussi. Mais tout de même, là, Austin Cindric, là, moi, honnêtement, Et la question que je me pose, c'est quand, ce n'est plus si, mais c'est quand qu'il va avoir sa chance, là. j'ai la réponse. Ouais. Cindric qui a été confirmé l'an prochain en Xfinity pour une autre saison à temps plein. Et il aurait son baquet en 2022 où il remplacerait Matt DiBenedetto dans la 21 chez Wood Brothers Racing. Donc, il a un contrat à multi-année chez Penske. Et lorsque vous avez un contrat à multi-année chez Penske, on va se le dire, comme on a mentionné précédemment, on est dans le siège du conducteur. On a déjà... Imaginez, on remporte un championnat d'Xfinity, on est garanti d'une saison supplémentaire. Bon, si ça va pas bien du côté de Cindric, est-ce qu'il est garanti de son siège en Cup? Non. Mais en même temps, lorsqu'on lit ça dans un article sur le site web de NASCAR, je pense qu'on peut partir à la maison un petit peu plus confiant que rendu au mois de février en Daytona, on n'a pas à s'inquiéter à savoir quel genre de voiture on va avoir sous les pieds. Effectivement, ça, c'est sûr et certain que ça va beaucoup aider. Mais, donc, moi, personnellement, j'ai hâte de voir ce que Austin Cindric là, va être vraiment en mesure de faire, là, mais qu'il rentre dans la cour des grands. Tout à fait. C'est plus que rentrer dans la cour des grands. En plus, là, si on regarde en 2018 en Xfinity, il a roulé avec Penske, puis il a roulé avec Roush aussi. Il y a 9 courses avec Roush. Il a roulé avec tout le monde. Lui, il a pas mal roulé avec les grands. Là. Voilà. Manquait juste Hendrix. Voilà, et je pense qu'on va peut-être l'atteindre un jour de son côté. Donc voilà pour le ski de la série Xfinity. Maintenant, la série NASCAR Cup. Toujours les 4 derniers qui restent en lutte. On en parlait la semaine dernière justement. 4, ça aurait dû être 5 techniquement, mais il y en a juste 4 qui peuvent passer. C'est lequel des 4 qui a finalement remporté l'épreuve et la saison? Je veux dire, Chase Elliott a remporté l'épreuve de fin de saison au ISM. Programme d'Hendrix Motorsport. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, messieurs, on peut confirmer que Chase a remporté le Chase? Ah. Un peu, oui. Puis là, moi, je suis mauvais avec ma joke de burger. Merci beaucoup. Mais, C'était mauvais, c'était une belle... C'était très bien Ah, ok. placé. Moi, je... oui, effectivement, Chase a remporté la Chase, c'est le cas de le dire. Écoute, quelle course, encore une fois, Chase Elliott. Au moment où est-ce qu'il a le dos accolé au mur, il va chercher une victoire à Martinsville et il récidive la course suivante pour aller remporter à Phoenix. Et ça, devant les 3 autres pilotes des séries éliminatoires, Brad Keselowski, Joey Logano et Denny Hamlin, les 4 qui terminent dans le top 4. On ne pouvait demander une course beaucoup plus serrée. Il y a eu de l'action partout tout au long de l'épreuve. Et encore une fois, Chase Elliott, qui, malgré avoir retardé son arrêt au puits, est en mesure de venir dépasser Joey Logano dans le dernier relais sous le verre. Encore une fois, c'est drôle parce qu'on le mentionnait en ondes au niveau des collègues américains. Les Dodgers ont gagné la Série mondiale en 1988, ils la gagnent cette année. Les Lakers ont gagné le championnat de la NBA en 88, ils gagnent cette année. Bill Elliott a remporté le championnat en 1988 et son fils remporte le championnat cette année également. Comme quoi, des fois, il y a des années qui sont dues pour se reproduire. En 88, par contre, il n'y a pas eu de pandémie. C'était le début des Restricted Plate, par exemple. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, important à mentionner, 88, l'année des Restricted Plate. Puis... Donc, c'est vous autres qui le dites à ça, c'est même plus moi. Hein? Non, Ah c'est ouais, ça, faut mais- qu'on le rappelle, c'est très important. Et c'est important parce que mon cœur de jeune homme a pleuré à la fin de la course. Jimmy Johnson, qui même s'il n'était pas dans la chase,
a terminé 5e. J'ai broyé, je l'assume. Et quelle belle image lorsqu'on voit Jimmy Johnson passer vers l'arrière et Chase Elliott aller vers l'avant ou l'inverse. Quand Jimmy Johnson, après l'épreuve, vient féliciter Chase Elliott pour sa victoire. Quand on parle d'images qui sont fortes, voilà l'image qui signifie tiens, mon jeune, c'est à ton tour de prendre l'équipe d'Hendrix, je te tends le flambeau, c'est à toi de le prendre, puis peut-être d'aller rechercher une coupe d'autres championnats. Oui, donc c'est ce qui conclut très bien cette partie sur le NASCAR. Maintenant, bien, messieurs, Formule 1, on va commencer par l'an prochain, en fait, le calendrier qui a été dévoilé, donc du côté de la F1. Et on revient à un calendrier classique, traditionnel crémeux. On commence en Australie, on s'en va à Bahreïn. On va pas sur l'Oval, on reste sur le traditionnel normal. Mais Vietnam ne sera pas là. Barcelone revient alors qu'il n'était pas supposé revenir. Pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois. Il y a un bémol, par contre, il est sujet au contrat, tout comme Interlagos. Interlagos, c'est une question de quelques alinéas, là, c'est pratiquement confirmé en fait. De plus en plus, il y a vraiment une question politique par rapport à ce que vraiment le circuit va se faire du côté de Rio de Janeiro. Il y a... Disons que c'est pas juste les questions environnementales, les questions politiques également, les questions probablement de corruption impliquées là-dedans. Un peu la même chose au Vietnam d'ailleurs, le Vietnam qui ne tirerait pas sa course, entre autres, parce que le gouvernement du Vietnam a décidé de poursuivre le promoteur qui devrait quelques millions de dollars minimum au gouvernement. Je dis ça comme vous rappelle pas, bon, il n'y a pas eu de poursuite dans ce cas-là, mais des problèmes politiques qui mettent fin à une épreuve de course automobile. Ça vous rappelle pas une course de Formule 1 à Montréal, ça? Je vois pas quoi tu Moi, on parles. dit qu'il était beau ce tracé-là. Ah, que j'aurais aimé ça la revoir. Ah, moi aussi, j'aurais aimé ça l'avoir, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup le calendrier. Moi, je m'excuse, vu que le Vietnam n'est pas là et qu'on fait des blagues là-dessus depuis que ça a été annoncé. Le 25 avril? Ouais. Juste avant Barcelone? Ouais. Écoute, juste à côté, dans un climat où est-ce que ça se réchauffe tranquillement, il ferait des eaux chaudes, donc pas de température fraîche, on est sur le bord de l'eau, pas loin de Barcelone, on diminue les coûts. Pourquoi pas? Je sais pas si vous connaissez une place, Portimao. Ah ouais? Ça fait déjà 20 autres courses la saison à cet endroit-là. Pourquoi pas une autre de plus? Après le 25 avril, on a mentionné que ça allait à Portimao en Catalogne. Ensuite, ça va à Portimao à Monte Carlo. Ça va à Portimao en Azerbaïdjan. Et Portimao à province de Québec sur l'île Notre-Dame. Donc, En parlant de Monaco, on s'en est passé pendant 1 an. On n'aurait pas pu s'en passer encore cette année. Non. Impossible. Honnêtement, oui. Les fans, oui. Sincèrement. Les fans vont s'en passer. Mais la royauté. Ouais. Sincèrement, là, je pense que c'est la première année que je suis pas triste qu'on n'aille pas à Monaco. Ah, je suis d'accord. Qu'on parle de la possibilité de ne pas aller à Monaco. Moi, sincèrement, là, on a découvert Portimao, on a vu à quel point que Imola, c'est encore plate, puis ça va le rester. Ça fait du bien de voir le Nürburgring. Je veux dire, à un moment donné, je pense que Monaco, malheureusement, parce que c'est tellement petit, c'est tellement serré, Les ça voitures juste... sont rendues trop larges. Trop large, trop performant. Trop large, trop long. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, Montréal, Monza, oui, mais c'est parce que vous remarquerez qu'à Montréal et à Monza, il y a quand même des zones de dégagement pareilles. OK, j'espère que tu ne compares pas Monaco à Monza, s'il te plaît. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le circuit est quand même beaucoup plus sécuritaire, peu importe la façon. Pour des vieux circuits. Le comparatif qu'on peut faire est là où est-ce que je suis content, on pourrait comparer Monaco à Azerbaïdjan-Baku. Ouais. À Baku, la différence, oui, il y a une section extrêmement sinueuse. La section du Castle, parlez-en à Charles Leclerc, manquez votre coup, ça va pas bien. Mais c'est un classique qui offre aussi une des plus longues sections rapides du calendrier. C'est une course d'accélération à la Monza. Ce circuit-là a une saveur. Bon, Monaco a sa saveur depuis les années 50, mais les voitures sont tellement rendues performantes, sont tellement rendues efficaces que c'est rendu littéralement impossible de dépasser. Ça va être très intéressant à suivre. Moi, personnellement, le trou du 25 avril, les planètes ne sont pas plus alignées pour que Portimao revienne.
Un autre aspect qu'on a oublié de mentionner, ben, évidemment, on n'était pas rendu jusqu'à la fin du calendrier. Circuit Gilles Villeneuve est encore là le 13 juin. On va voir qu'est-ce que ça va dire. Je suis encore un petit peu sceptique, mais droit croisé que ça va se faire. Zandvoort, 5 le 5 septembre? septembre, a été Ouais. repoussé, je pense, devait prendre le temps, la Mais- place de Barcelone. Oui, le 9 mai normalement. Je vais mettre un bémol là-dessus. Et je pense que la F1 a fait peut-être exprès. Là, c'est peut-être une question de déménagement et tout. Je suis peut-être trop optimiste, mais en ayant mis Zandvoort là, puis en mettre. Je m'excuse pour ce que je vais dire, puis c'est peut-être une boulette. Vous m'excuserez sincèrement, mais on en revient en France après. Le fait d'avoir mis Zandvoort le 5 septembre, c'est pas se garder une fenêtre d'option pour interchanger Zandvoort et Montréal, advenant que les situations ne sont pas tout à fait réglées. Non, je n'y crois pas. Pour la simple et unique raison, regarde les dates. Le 29 août, on est à 150 km de là, c'est-à-dire à Spa. Non, je sais, je Et après ça, comprends, ça va en mais Italie la semaine d'après. Je vois pas comment ça peut se faire. je comprends, mais je faisais juste soulever le point. Ça va être intéressant, on va- mais malheureusement, il y a ce point-là qui. On va officiellement soulever notre chapeau et remercier le peuple allemand pour ses contributions à la Formule 1. Pas de Grand Ouais, Prix en c'est Allemagne vrai. cette année, c'est très triste. Mais c'est triste parce que oui, Hockenheim a été. Je ne reviendrai pas sur le débat si l'ancien ou le nouveau tracé est préférable. Mais le Grand Prix d'Allemagne, ils avaient tellement mis des belles épreuves. Bon, il y avait plus dans ces années-là, évidemment, les 2 dernières années, que ça avait été un spectacle ahurissant. Nürburgring non plus. Donc, j'étais un peu triste parce que l'écurie mère de cette maudite série-là, depuis les 7 dernières années, est allemande. On ira même pas chez eux. Mm. C'est un peu particulier. Mais on va en Arabie Saoudite, par exemple. Ah, Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Faut y aller, là. Voyons donc. Jeddah le 28 novembre. Comme si ce calendrier-là avait besoin d'une course de plus. Là, la Formule 1, vous allez voir me répondre à bien des questions et la réponse sera très simple. Money, 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 money. Mais comme le dit Here comes the Sagan, money. We Race as One, par exemple. Ah, ça, oui, Oh. certain. Ah oui, Mais Race on as s'en va one. on s'en va en Arabie Saoudite, par exemple. Là où les droits de l'homme Et- sont les plus bafoués sur la planète. La deuxième place, Là où excusez-moi, il y a la Corée du Nord Là où quand les même. femmes sont bien juste pour pouvoir sortir de chez eux, tu sais. Ah, ils ont le droit de conduire maintenant. Mais oh! Hey, Avec ça a leur pas de mari à bon sens. côté, mais ils ont le droit de conduire. Ça n'a pas de sens. Ah, non, C'est- C'est une épreuve que je ne comprends pas du tout. Puis, tu sais, je tiens juste à vous rappeler, messieurs, que heureusement, le calendrier permet le lousse, mais les Jeux olympiques, là, ils n'ont pas eu lieu cette année non plus, hein, puis ils sont censés avoir lieu cette année, et heureusement, ils sont en plein dans la pause de l'été, parce que sinon, je peux vous garantir que ça aurait quand même mangé une claque au niveau des codes d'écoute pareil. Là. Fait Ouais. que la Pause F1, de l'été, je la cherche. Là. Je te Entre le cacherai pas 1er et le que 29 août. Exactement. Entre la Hongrie et la Belgique, c'est la période Ouais, traditionnelle. 3 semaines. là. C'est toujours 3 semaines, c'est normal. C'est 3 semaines où justement on n'a pas le droit de faire aucun test, les pilotes n'ont pas le droit de se présenter à l'usine, on est en congé. C'est les vacances de la construction version Formule 1. Moi, Littéralement. il y a une chose qu'il va falloir que quelqu'un m'explique un jour. Je comprends qu'on a Pierre Gasly, Esteban Ocon, mais qu'est-ce qu'on a d'aller au Castellet Calvados? C'est un tracé moderne. Parce Hey, que les radon. Luc, la F1 aime ça, faire des convulsions. Elle est là la raison. Hey, Oh, mais c'est attendez, là. là. Je Non, le sais. non, que vous- Le je pas sais du que corps, c'est de la. Je le répète, c'est de la. l'ingénieur s'oppose. Je mets mon veto. Oh non, Des arrête. zones échappatoires à haute adhérence, c'est à mes yeux une des façons les plus sécuritaires de tenir des grands prix de course automobile. Je m'excuse, mais ce tracé-là est moderne. Ce tracé-là est aux couleurs du jour. Hey, on dirait un Si immeuble vous faites- 2.0. Couleur de 88, je dirais, mais à part de ça, tu marques des très bons points. Vous faites des convulsions à Le Castellet, mais c'est correct d'aller à Austin. Ben, crème, au moins, Austin, Même t'as là, je plus trippe. d'action. Moi, c'est pas une question d'action. Enlève les couleurs, là. J'ai pas trop de problème avec le castellet personnellement. C'est ça, c'est très plat. Mais à part de ça, j'ai pas trop de problème avec ça. Pour vrai, sinon, j'ai aucun problème. Là-dessus, vous me convaincrez pas, là, je m'excuse, là, mais... Je veux dire, c'est pas la meilleure piste. Je veux dire, Magnico était plus intéressant. Mais Magnico est encore plus un champ de patates que le castellet. Ouais, je comprends bien, là, mais il n'y a pas un circuit... Là, je lance une boutarde, là, puis vous allez peut-être me lancer des tomates. La bonne nouvelle, c'est que je les recevrai pas en direct. Il n'y a pas un circuit de 4,5 km à Le Mans? Oui, c'est un circuit qui est fait pour les motos. Les Formule 1 sont là une fois et c'était un désastre. Bon, ok.
je soulevais le point. Fait que, En sinon, 1900 tranquille, sûrement. 1968. envers, 67 ou envers, 68. c'est dans un champ de envers, c'est un champ de patates. Le castellet, c'est de la chenoute. Même, finalement, il reste pas Écoute, grand-chose en Luc, France. Hein? si tu veux, on peut aller faire des courses sur les tracés britanniques. Hein? Il y en a plein. On peut s'en choisir un. Non. Moi, je propose qu'on ait à Portimao, France. Oui, c'est Oui. bien ça. Moi, c'est pour ça que Ça réglerait le problème, je pense. c'est pour ça que je vous dis, Portimao a bien plus de place sur le calendrier que le Castellet. Luc, crache-les dans le morceau. Là. On le sait que tu veux que les Formule 1 roulent à la Sarthe. Là. Non, Avec 3 autres de DRS dans la première ligne droite. Ah, Le premier se fait dépasser 4 fois. Non, Ok, non. non, là, Trois là, autres, ça dérape. dans la ligne droite, avant la première chicane, il y a 3 avant la première zones chicane. là-dedans. Ok. Non, là, vous niaisez, là, non, mais on va beaucoup trop loin, en effet. Sérieusement, là, Portimao a bien plus de place sur un calendrier que le Castellet. Ouais, je suis d'accord. Je vais donner ce point-là. Moi, Et c'est d'ailleurs, ça. ben là, on va rapidement, mais ça, on a débordé un peu notre heure. Donc on va aller sur le dernier point Formule 1, c'est-à-dire du côté de la Turquie. Donc, un circuit qui revient sur le calendrier de la Formule 1 par nécessité plus qu'autre chose. On se rappellera le premier secteur qui rappelle énormément Kota. On se demande c'est qui qui a dessiné les deux circuits. Hein? On se rappellera. Et le virage numéro 8 avec 4 points de corde. Ça risque d'être pas pire par contre. Ce retour-là, ça je pense que je vais l'apprécier. Ça va être le Le fun à ciel est regarder. denté. Je vais jouer l'avocat du diable un petit peu. Bon, OK. Les puristes vont me dire DRA, c'est du simulateur. Je le sais. OK? J'ai écouté le vidéo de notre, je veux dire, bon ami, créateur de contenu, Jimmy Broadbent, qui est très populaire en sim racing, évidemment, qui a fait des tours autant avec la vieille McLaren 2005 de Juan Pablo Montoya, qui a encore le record de piste à cet endroit, si à le mentionner. Et il a fait quelques tours avec la Red Bull moderne là, de Max Verstappen sur ce tracé. C'est plus le même défi. Ces voitures-là ont tellement d'appui aérodynamique que oui, de voir les voitures physiquement faire le virage 8 pieds au fond, autant que les pilotes se sont dit le dernier virage à Portimao va faire mal au cou, je peux vous garantir qu'à la fin de la fin de semaine, ces 20 pilotes-là vont sûrement dormir d'un côté de l'oreiller parce que l'autre côté du cou, ça va faire assez mal. Ça ne sera pas agréable. Mais le défi technique de ces virages-là, à moins que vraiment les ingénieurs commencent à je vais dire, gambler, là, à venir prendre des paris énormes sur le peu d'aérodynamique qu'on va amener sur ce tracé-là. Mais en même temps, le peu d'aérodynamique, on ne peut pas trop l'enlever. Il y a encore toute la section sinueuse du premier secteur qui est à medium high speed. Il y a le W à la fin du tracé qui, bon, nous a mené de beaux spectacles dans le passé. On se rappellera 2010 ou 2011 entre Mark Webber et Vettel chez Red Bull, les deux qui avaient rentré en contact. C'est un beau tracé, mais il n'y a plus cet aspect mythique-là, vu que les voitures ont tellement, encore une fois, évolué, que ça va être beau de les voir sur ce tracé-là. Mais j'ai un petit peu la même impression qu'on va avoir avec Zandvoort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pars peut-être plus sceptique que ce que je devrais l'être, mais c'est pas la même histoire que le 10 ans. Ce qui va donner une chance, c'est comment est-ce qu'on place les deux zones de DRS, de 1. De 2, le problème qui va nuire, c'est que le virage numéro 8, maintenant, avec l'appui des voitures, ça va être extrêmement difficile de rester dans le sillage d'une autre monoplace. Et ça, malheureusement, ça risque de venir détruire le spectacle. Malheureusement. Parce qu'une des anciennes zones de dépassement était justement le gauche-droit après ce virage 8-là, qui menait vers la longue ligne droite arrière, qui est incurvée évidemment, qui menait ensuite vers le grand W à la fin. Ça, c'était la moitié des dépassements se passaient dans cette zone-là, puisque le premier secteur est assez appuyé. Il y a des freinages à l'aveugle, il y a des beaux défis dans ce tracé-là. Mais Par contre, dans le premier secteur, c'est un virage. Le premier virage est à gauche et ensuite, c'est un long radiant à droite. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les voitures d'aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir du 2 de large pour tenter de prendre l'extérieur pour plonger à l'intérieur au gauche. Ben, j'ai dit peut-être, Eric. Regarde-moi pas de même. J'ai dit peut-être. Je suis sceptique parce puisque qu'on avait, Vas-y. on avait un doute à Portimao, puis on a vu du de large à Portimao. Ouais, mais la sortie du virage 1 en Turquie est vraiment plus serrée. Maintenant, encore une fois, j'ai joué l'avocat du diable, j'ai pris ce rôle-là
de façon légitime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne dis pas que j'ai pas hâte au Grand Prix. Ça fait une semaine qu'on n'a rien vu de ce côté-là. J'ai hâte de voir les voitures en piste. Mais en même temps, le tracé turc a une bonne réputation. J'espère qu'il va maintenir cette belle réputation. J'ai assez hâte de voir Lewis Hamilton remporter une course encore. Et remporter son championnat de cette façon-là aussi. Bon, Ouais. toi qui voulais me décourager, c'est fait. Et voilà, donc, c'est sur ce point négatif-là. On veut des F dans le chat d'ailleurs pour cela. Donc, il se conclut cette 21e épisode de la balado SFTV. En terminant, bien, merci beaucoup encore une fois pour les 500 j'aime sur la page. Vraiment, grâce à vous, on peut continuer à faire ça. Vraiment, on apprécie votre amour. On apprécie également, comme j'ai mentionné en début d'épisode, l'amour que les séries nous donnent également. On essaie de rendre cet amour-là également avec nos diffusions. Vraiment, la symbiose, je crois qu'elle est là. Et on espère qu'elle continue. Si vous avez apprécié, évidemment, on vous invite à partager, encore une fois, à ajouter plus de mentions j'aime, évidemment. Plus il y en a. On veut se rendre à 1000. On veut se rendre à 1000. Let's Oui, go. on veut se rendre à 1000 d'ici la fin de l'année. Non, ça se rendra pas, on réussira pas, là, mais ça serait très mal, ça serait très mal fun, pour vrai. Mais, pour vrai, merci beaucoup, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de cette balado SFTV.